Maintenant qu'on sait ce qu'est l'électricité, comment on la produit, comment on peut caractériser un courant électrique, voyons comment il peut s'utiliser. Voyons comment fonctionne une lampe à incandescence classique. Alors, petit prérequis, il faut savoir que toute matière qui est à une température supérieure au zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique. Plus la température d'un corps augmente, plus la fréquence de l'onde de ce rayonnement augmente. C'est-à-dire que la longueur d'onde diminue. Pour les températures proches du zéro absolu, on sera dans les ondes radio. Puis quand la température augmente, on ira vers les micro-ondes, puis les infrarouges. Et à partir de 230 degrés Celsius, on commence déjà à entrer dans les longueurs d'onde de la lumière visible et le corps va émettre de la lumière. D'abord le rouge, puis si la température augmente encore, on tendra vers le bleu. En augmentant encore la température, on ouvrira le spectre aux ultraviolets, puis aux rayons X et gamma. Revenons à notre lampe. Elle est constituée d'un culot et d'un plot central séparés par un isolant. Le culot et le plot central sont les contacts électriques de l'ampoule. On a donc des fils conducteurs qui en partent. Et ces fils conducteurs sont reliés entre eux par un filament de métal de tungstène. Ce filament est contenu dans une ampoule de verre remplie d'un gaz noble. Lorsque le courant électrique traverse le filament, qui n'est en fait qu'un très fin fil de métal d'environ 0,05 mm de diamètre, l'intensité du courant va donc être fortement réduite à cause de la réduction du canal de passage du courant électrique. Le filament va donc se comporter comme une résistance. Et rappelez-vous, une résistance, ça produit de la chaleur. Et dans ce cas, elle est même plutôt élevée, puisqu'on est à peu près à 2500 degrés Celsius pour une lumière chaude. Le problème, c'est qu'à ces températures, la plupart des métaux fondraient. Le point de fusion du cuivre est de 1085 degrés. Celui du fer est de 1538 degrés. Par contre, le point de fusion du tungstène est de 3422 degrés Celsius. C'est la raison pour laquelle on utilise ce métal pour faire les filaments. Il y a néanmoins une usure qui se produit car à ces températures, le tungstène va lentement s'évaporer et le filament va finir par se rompre. Le filament est enroulé en deux spirales, ce qui permet d'augmenter sa longueur et donc la luminosité de la lampe. Maintenant, si le filament était à l'air libre, il brûlerait très rapidement à cause de l'oxygène de l'air qui oxyderait le métal. C'est pourquoi le filament est emprisonné dans une ampoule qui peut être soit sous vide, comme dans les premières ampoules, mais le mieux c'est de les remplir d'un gaz inerte comme le krypton ou l'argon, qui ne vont pas oxyder le métal et qui en plus vont limiter l'évaporation. Parce qu'on le sait très bien, tout ce qui s'évapore plus vite dans le vide que sous une pression de gaz. Les appareils de chauffage comme le radiateur électrique, les fours électriques ou bien la bouilloire fonctionnent sur le même principe. L'effet Joule provoqué par une résistance. Dans ce cas, nous aurons notre filament toujours en spirale, recouvert d'un bourrage isolant pour ne pas s'électrocuter en le touchant. Il peut s'agir de ciment réfractaire ou de produits silico-alumineux. Et le tout est enfilé dans un tube blindé en acier inoxydable. Ici, le filament ne sera pas en tungstène pour deux raisons. D'une part, car le fil n'est pas sous vide, il faut donc un métal qui s'oxyde moins. Et d'autre part, car la température qu'on va atteindre sera bien moins élevée que dans une ampoule. Inutile donc d'avoir un métal avec un point de fusion aussi élevé. On utilisera par exemple du nichrome. C'est un alliage de nickel et de chrome qui possède une bonne résistivité électrique, un point de fusion de 1400 degrés Celsius et une bonne résistance à l'oxydation. Il est surtout utilisé dans les sèche-cheveux et les grille-pains. Les moteurs électriques, on en parle ? Il existe différents types de moteurs fonctionnant sur des principes un peu différents et possédant chacun leurs avantages et inconvénients. Là, on va parler du moteur électrique à courant continu. Mais d'abord, il va falloir que je fasse quelques rappels de choses qu'on a vues dans la précédente émission. Prenons une bobine. Si on fait circuler un courant électrique dans cette bobine, alors elle va se comporter comme un aimant, avec les pôles orientés selon le sens du courant électrique. On se souvient aussi que les pôles de signes opposés s'attirent et que les pôles de même nature se repoussent. Revenons à notre moteur à courant continu. Celui-ci est constitué d'un rotor, c'est-à-dire d'une partie qui peut tourner, qui est donc mobile. Imaginons 4 dents sur ce rotor. Appelons-les A, B, C et D. Autour de A et C sont enroulés un fil de cuivre. On aura donc une bobine. Si on applique un courant électrique, on aura alors deux aimants. Sur les deux autres dents, B et D, on va faire pareil. Le rotor est inséré dans un stator, qui est une partie statique, qui ne peut pas tourner, qui est donc immobile. Dans ce stator, on place deux aimants permanents. Si on alimente la bobine AC en courant, les charges des bobines s'orientent. On va avoir un pôle sud et un pôle nord. Le pôle sud du rotor va être repoussé du pôle sud du stator et attiré par le pôle nord. Et le pôle nord du rotor va être repoussé du pôle nord du stator et attiré par le pôle sud. On a donc un déplacement du rotor dans le stator. Si rien ne change,
on a un équilibre et c'est fini, le rotor ne tourne plus. Il va donc falloir systématiquement déséquilibrer le système en changeant les bobines qui sont alimentées en courant électrique. Et ça, c'est le rôle du collecteur commutateur rotatif. Au niveau de ce commutateur, les bornes des bobines sont séparées par un isolant électrique. Le commutateur est relié au rotor, il tourne en même temps. De chaque côté de ce commutateur, on met en contact un élément conducteur qu'on appelle un balai de charbon. Il s'agit d'une mine de carbone qui va être immobile et toujours en contact avec le commutateur. Il va balayer la surface du commutateur. Chaque charbon est relié à une borne du courant électrique. Et hop, quand le courant passe, le rotor tourne et les dents du rotor vont successivement se charger. La rotation devient continue. On a notre moteur à courant continu. Ce moteur ne fonctionne pas en courant alternatif, car comme le courant va dans un sens puis dans l'autre très rapidement, on aurait juste une vibration. Mais en modifiant un tout petit peu ce moteur, on peut le transformer en un moteur universel, qui fonctionne aussi bien en courant alternatif qu'en courant continu. La seule différence vient du fait que les aimants permanents du stator sont remplacés par des bobines. Donc quand le courant passe, elles deviennent des aimants. Ainsi, si on alimente le rotor et le stator, regardez ce que ça donne. Quand AC est chargé sud, le stator à côté est chargé sud, donc il repousse. Et lorsque le courant change de sens, la bobine AC du rotor devient certes un pôle nord, mais la bobine du stator devient elle aussi un pôle nord. Le mouvement peut donc se poursuivre dans le même sens. Et le rotor va tourner en continu même si le courant est alternatif. Parmi les autres types de moteurs qui existent, on retrouve aussi les moteurs pas à pas, le moteur synchrone, le moteur asynchrone, etc. Parlons aussi un peu des dangers de l'électricité pour l'homme, et pour la femme aussi. Le danger sur le corps humain va dépendre de l'intensité du courant électrique. Donc si on a la bonne idée de mettre ses doigts dans la prise électrique de 230 volts, il faudra aussi prendre en compte la résistance du corps humain, et celle-ci est variable. À cette tension, la résistance du corps humain avec une peau sèche est d'environ 1500 ohms, avec une peau humide 1000 ohms et avec une peau mouillée de 500 ohms. Donc si on utilise notre loi d'Ohm, avec une peau sèche, on se prendra 0,15 ampères et avec une peau mouillée 0,46 ampères. Alors c'est déjà beaucoup puisqu'à partir de 0,05 ampères, on peut déjà être en fibrillation ventriculaire et risquer l'arrêt cardiaque. Nous allons fermer ici ce gros dossier sur l'électricité. J'espère que vous avez tout compris et que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé, on pourra peut-être un jour ouvrir un nouveau dossier sur l'électronique pour tout comprendre des circuits et des composants électroniques. Ça peut être intéressant. Le mot du jour, c'est frigolite. La frigolite, c'est le nom qu'on donne à cette mousse compacte de polystyrène expansé qu'on utilise dans les emballages ou bien comme isolation thermique. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve début du mois prochain pour un nouveau sujet. À plus!